Ah, je suis un peu vite sur le jingle. Tu voulais ton jingle? Non. Tu veux le remettre? Non, ça ira. On l'a assez entendu. Jean-Sébastien qui a quitté l'océan pour la montagne et qui va nous parler surf, combi entre autres, et qui va nous emmener en Australie. C'est à toi. Exactement. Donc, avant toute chose, merci à l'OSV de m'accueillir ici à Chamonix et de me donner la lourde tâche de, non pas de conclure la journée, mais de passer avant l'heure de l'apéro. Donc, vous l'avez compris, moi, je vais vous faire descendre un peu des montagnes et vous parler de vagues et donc de la marque Rip Curl pour laquelle je travaille depuis 10 ans. Donc, je vais vous parler de l'histoire de la marque, du business que représente la marque, mais surtout de la transformation que nous avons commencé il y a maintenant quelques années, transformation pour limiter notre impact environnemental et social. Je vais vous donner quelques exemples concrets de ce qu'on a mis en place et de ce qu'on va mettre en place. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Jean-Sébastien Estienne. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je travaille chez Rip Curl et que je suis responsable marketing pour l'Europe. Je suis, j'espère que ça ne va pas vous surprendre, surfeur. Donc j'ai commencé quand j'étais très jeune en Guadeloupe. J'ai fait également du surf en compétition avec un statut de sportif de haut niveau. Et j'ai aussi repris les études et donc entrepris donc une reconversion et j'ai intégré Rip Curl il y a un peu plus de 10 ans. Je suis également un très grand pêcheur et je continue encore à surfer, bien moins que ce que je souhaiterais. Donc voilà, c'est fini pour l'autopromotion. Et je vais commencer par une petite vidéo de 2 minutes qui vous explique un peu tout ce qu'on fait chez Rip Curl. Donc voilà, ça vous donne un aperçu de tout ce qu'on fait entre les produits, les événements, nos initiatives marketing, les athlètes qu'on sponsorise. Et donc Rip Curl, c'est une marque australienne créée en 1969 dans le sud de l'Australie, au sud de Melbourne, à Torquay, un petit village à côté d'une vague qui est assez connue qui s'appelle Bells Beach. Donc la marque a été créée par les 2 messieurs que vous voyez en haut à droite de l'écran, qui s'appellent Brian et Chloe. Et comme beaucoup de personnes à l'époque, ils n'avaient qu'une envie, c'était partir surfer à droite à gauche dans le monde. Et au début, l'idée, c'était pas du tout de faire un business, c'était vraiment de vendre des produits, surtout des planches de surf et des combinaisons, et de financer leur trip. Il n'y avait vraiment aucune démarche de business. Au bout de quelques années, ils se sont rendus compte quand même que ça devenait sérieux. Ils ont commencé un peu à structurer l'équipe et ils ont lancé la distribution. On va être dans début des années 80 aux États-Unis et fin des années 80 en Europe. Pour la petite anecdote, la photo en bas à droite, c'est les premiers bureaux Rip Curl. C'était une ancienne boulangerie en Australie. Donc les fondateurs, Brian et Chloe, ce qui a été très fort et qui m'a marqué depuis mon arrivée chez Rip Curl, c'est qu'ils ont laissé des valeurs de marque et une vision qui nous suivent encore tous les jours, même s'ils sont plus fondateurs et ils sont plus actionnaires majoritaires, je vais en parler un peu plus tard, mais ils nous ont vraiment légué quelque chose qui est vraiment toujours ancré dans notre ADN. Donc ils nous ont légué cette vision
qui est d'être considéré comme the ultimate surfing company. Donc j'aime bien le rappeler en interne ou même en externe lorsque je rencontre des gens. C'est vraiment une vision, c'est un objectif, ça ne veut pas dire qu'on l'est. C'est vraiment un objectif pour tendre à être meilleur dans les produits qu'on fait, dans les initiatives marketing que l'on fait. Ça, c'est une slide peut-être la plus ennuyeuse de la présentation, mais ça vous donne un peu l'idée du business que l'on fait chez Rip Curl. Donc les chiffres que vous voyez là, c'est les chiffres qui ont été arrêtés à fin août, donc fin de notre année fiscale. Donc Rip Curl, c'est un business qui fait à peu près 330 millions d'euros globalement, dont 20 millions sur le online. Ça représente donc plus de 2000 employés à travers le monde et à travers la liste de pays que vous voyez sur l'écran. On a à peu près 169 magasins en direct et plus de 200 magasins partenaires et plus de 6000 revendeurs dans le monde. Donc notre business, il est, on va dire, 60% grâce à nos revendeurs et 40% grâce au business qu'on génère directement via nos magasins et notre site e-commerce. Quand j'ai fait la présentation, et pour un peu introduire la partie suivante de ma présentation, je me suis rendu compte qu'il y avait deux dates vraiment très importantes dans l'histoire de Rip Curl. 1969, la création, et 2019. Donc pourquoi 2019 ? Tout d'abord, c'était les 50 ans de la marque. On a célébré ces 50 ans un peu partout à travers le monde, avec des initiatives produits et marketing. Mais aussi parce que 2019, ça a coïncidé avec l'année où les fondateurs, après avoir fait toutes ces célébrations et être passés dans toutes les offices, les bureaux partout dans le monde, ont décidé de vendre la marque et de se séparer de la marque après 50 ans de private ownership. Donc ça a été quelque chose d'assez dur pour les équipes. On était habitués à vraiment avoir ce côté paternaliste, de voir nos fondateurs qui venaient nous voir tous les ans, et un peu un saut vers l'inconnu. Donc en 2019, on a rejoint le groupe KMD Brands, qui est un groupe néo-zélandais, qui est composé d'une marque que peut-être certaines personnes doivent connaître, qui s'appelle Kathmandu, une marque d'outerwear qui est basée en Nouvelle-Zélande, et une marque de chaussures qui s'appelle Oboz. Donc on a rejoint ce groupe, et encore une fois, c'était un peu un saut vers l'inconnu. Est-ce que la marque va être préservée ? Est-ce que nos valeurs, notre vision que je vous ai montrée va continuer à perdurer ? Et la réponse, on l'a eu assez rapidement, c'était oui. Ils nous ont dit, on va opérer les trois marques de manière séparée, vous allez continuer à faire avec votre ADN, on va vraiment pas mélanger le marketing, le produit, les sales, vous allez vraiment opérer séparément. Et par contre, là où ils nous ont vraiment mis la pression, et là où on a entamé un changement chez Rip Curl, c'est qu'ils nous ont dit, par contre, au niveau RSE, vous êtes vraiment pas bon, en tout cas vous êtes en dessous de nos attentes, et vous allez mettre en place une équipe et une stratégie pour pouvoir entamer une transformation. Donc on est en 2019 et on met en place une équipe qui est basée en Australie, qui est composée à peu près d'une dizaine de personnes. Et cette équipe, elle met en place une stratégie autour de trois piliers principaux. Donc le premier pilier, c'est nos employés et la communauté dans laquelle on a nos opérations à travers le monde. Le deuxième pilier, c'est des actions simples sur notre impact sur l'environnement, et notamment la réduction de nos émissions en ligne avec les accords de Paris. Et le troisième pilier, c'est la circularité. Je vais vous donner quelques exemples de choses qu'on a mis en place à ce niveau-là un peu plus tard. Et on a identifié, donc on en a un peu parlé ce matin, mais la certification B Corp, pour nous, c'était une étape très importante pour valider un peu cette stratégie et nous permettre d'aller plus loin. Donc on s'est dit, on a pour objectif d'ici 3-4 ans de devenir certifié B Corp. Et ça a été aussi une étape importante parce que je pense que comme beaucoup de personnes qui travaillent dans des entreprises et dans des marques, dès qu'on a une initiative, un produit qui sort des fois sur le marché, où on est très content, on a mis qui est éco-friendly, qui respecte plein de critères, on se prend souvent pas mal de retours qui sont assez négatifs via les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qui nous est beaucoup arrivé chez Rip Curl et nous a beaucoup empêché sur des initiatives nous a beaucoup empêché de parler sur des super initiatives qu'on faisait depuis 50 ans. Donc on s'est dit, B Corp, c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de dire que tout ce qu'on fait, c'est pas forcément que du greenwashing. Donc pour la petite histoire, on avait reçu les papiers et tout ça pour devenir B Corp en 2017 et en voyant le travail qu'il y avait à accomplir pour devenir B Corp, on s'est dit c'est vraiment pas la priorité, on va le mettre de côté, on y reviendra peut-être plus tard. Et en 2019, donc sous l'impulsion de ce nouveau groupe et de ce nouveau management, c'est devenu une priorité à nouveau, on a fait les efforts, et c'est un process qui a duré quasiment
2 ans, voire un peu plus de 2 ans. On a été certifié B Corp en début 2023, donc cette année. Et c'est un process qui a été vraiment lourd et un process qui a pas concerné que les 10 personnes dont je vous ai mentionné tout à l'heure qui s'occupent du RSE, mais vraiment un projet d'entreprise. Les prochaines slides, je vais essayer de vous montrer quelques exemples concrets de ce qu'on a mis en place déjà pour atteindre cet objectif de B Corp, mais aussi pour aller dans le sens de notre stratégie RSE. La première chose qu'on a mis en place, c'était, on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Toitou pour mesurer et traquer nos émissions et essayer de les améliorer au fur et à mesure. Ensuite, on a mis en place des panneaux solaires, on en a parlé tout à l'heure, et pas encore en Europe, donc peut-être qu'on viendra voir l'intervenant de tout à l'heure pour avoir plus d'informations. Mais on a mis en place des panneaux solaires sur nos bureaux, notamment en Australie et sur notre usine de combinaison en Thaïlande. Pas mal de partenariats aussi avec des ONG, notamment Surfed. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a quelque chose qui est propre à Rip Curl aussi, qui s'appelle les Planet Day. Les Planet Day, c'est en fait, on donne une journée à tous nos employés pour avoir un projet qui impacte la communauté directe autour de l'entreprise. Et les Planet Day, c'est quelque chose qu'on fait depuis 22 ans à travers le monde, 23 ans je crois cette année. Et du coup, c'est des milliers d'heures, avec donc 2000 employés que j'ai cités tout à l'heure, c'est des milliers d'heures qui ont été données à la communauté pour, par exemple, ramasser des déchets sur les plages, replanter des forêts ou maîtriser la dune. Vous savez qu'on a des problèmes d'érosion et on essaye de maîtriser la dune pour éviter qu'elle bouge. Ensuite, et c'est peut-être la partie la plus dure que je vais développer un peu après, on a commencé à introduire des matériaux responsables dans les gammes de produits qu'on faisait, dans toutes les gammes de produits. Et on a mis en place des programmes de recyclage, et ça, je vais aussi en parler plus en détail juste après. Donc, chez Rip Curl, si vous connaissez un peu la marque, on est parmi les leaders de la fabrication et de la vente de néoprène, de combinaisons pour les surfeurs à travers le monde. Je vais être assez transparent avec vous, c'est un joli titre, mais par contre, la combinaison en néoprène, il faut savoir que c'est fait à base de pétrole, principalement. Il y a des alternatives, je vais aussi en parler, mais c'est très néfaste pour l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place pour essayer de compenser cet effet néfaste, et qu'est-ce qu'on n'a pas encore mis en place? Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'on produit à peu près 1 demi-million de combinaisons qui sont faites dans notre usine de combinaison en Thaïlande. On est une des seules marques à posséder notre propre usine de combinaison, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de transparence, de contrôle sur notre production, mais également qui nous permet de faire des choses en R&D que nos concurrents ne peuvent pas se permettre. Donc à peu près, je vous ai dit 1 demi-million de combinaisons par an, et il y a 450 employés dans cette usine. On en a parlé tout à l'heure, et au niveau de la circularité, on a des ateliers de réparation pour la combinaison et pour la montre un peu partout à travers le monde. On en a par exemple 3 en Europe, un basé à Hossegor, un en Angleterre, un au Portugal. On répare toutes les marques de combis et ça représente à peu près 20 000 combis par an et je crois à peu près 90 000 montres par an. On a mis en place aussi des matériaux recyclés donc il faut savoir que les combinaisons, elles arrivent de notre usine, elles sont dans des grands conteneurs, elles sont suspendues comme ça et elles viennent de l'usine, elles vont des fois directement chez nos clients ou dans nos entrepôts. Donc elles arrivaient sur des cintres qui étaient en plastique avec des polybags, et ça c'est quelque chose aussi qu'on a retiré complètement de nos opérations, remplacé par du plastique recyclé. Et ce qu'on a mis en place, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le néoprène, il faut savoir que jusqu'à maintenant, tout ce qui est à base de pétrole, de néoprène en pétrole, on pense qu'il n'y a pas d'alternative et de meilleur confort et de performance sur le marché. Il y a des alternatives avec du caoutchouc naturel, mais qui est moins durable et moins performant dans le temps que ce qui est à base de pétrole. Donc pour nous, c'est vraiment un gros dilemme. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plus d'une dizaine d'années, qui nous pose pas mal de problèmes. Mais on commence petit à petit à introduire ces matériaux responsables dans nos gammes de combis, et notamment sur notre gamme entrée de gamme, qui représente quand même le plus gros volume chez Rip Curl. Et pour finir, on a mis en place un programme de recyclage avec une entreprise qui s'appelle TerraCycle, qui est une entreprise américaine, et on recycle des combinaisons. Donc vous êtes consommateur, vous avez une combinaison qui n'est plus réparable, vous l'amenez en magasin, et derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on en fait des tapis de yoga, par exemple,
soit vous savez, la matière qu'il y a sur les terrains de jeu des enfants qui est un peu molle. On peut en faire ce genre de choses. Donc pour vous donner une idée, on recycle 20 000 combis par an, dont à peu près 8 000 en Europe. Et je vais finir par notre roadmap. Donc on en a parlé aussi ce matin. C'est hyper important d'avoir un objectif clair, déjà pour les équipes, pour avoir l'adhésion des équipes, et aussi pour pouvoir le montrer et être le plus transparent possible. Donc les pourcentages, ça représente le pourcentage de matériaux éco qu'il y a dans nos gammes de combinaisons, gamme de vêtements, tout ce qu'on fait. Donc vous pouvez voir qu'en 2019, on a commencé, on était à peu près à 8%. Donc c'était pas rien, mais on part de très très loin. Et en 2023, maintenant, on a dépassé les 30%. Et l'objectif qui est vraiment clair et affiché, c'est d'être à 100% pour 2030. Donc voilà, je voulais vous expliquer aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru par Rip Curl. Rip Curl, c'est une entreprise donc, qui a 50 ans et on a parcouru quand même beaucoup de chemin et ça a été compliqué de changer, la marque en interne. Et voilà, je vous remercie. Est-ce que tu veux, si vous avez des questions à poser, ouais. Quoi qu'il en soit, tu seras aussi chez Simon tout à l'heure. Pour l'apéro. Si vous avez des questions pour parler de Rip Curl, pour parler de ces changements, pour parler des combis du néoprène qui, pour l'instant, est la matière. Pas de questions, pour l'instant en tout cas, ça viendra avec l'apéro. Merci beaucoup pour ton intervention. Je te remercie. Grégoire, il y a 2 questions. Ah, il y a des questions, pardon. Alors, je vais te demander de revenir. Pardon, je vais plus vite que la musique. De ce côté. Ouais. Jean-Michel, Société MAP1. Comment vous envisagez de passer de 30 à 100% en très peu de temps? Alors, par exemple, pour les néoprènes, on a déjà les néoprènes éco-sourcés avec des matières responsables et on est en phase de test. Donc, on a besoin, avant de mettre une combi sur le marché, on a besoin à peu près d'une centaine d'heures de test et on a déjà ces matériaux en R&D et donc on sait qu'on va les sortir dans les 2-3 ans qui arrivent. Donc c'est l'exemple des combinaisons. Et après, pour les autres produits, c'est un peu pareil. Donc on a une marge de manœuvre qui est énorme et sur lesquelles on travaille en niveau R&D. Merci. Bonjour Odin, petite question sur donc vous recyclez les combinaisons qui sont usagées et pour les chutes de prod au Vietnam, vous faites quoi? Donc pour les chutes de prod, on les récupère et on en fait ce qui s'appelle des change-mats. Donc pour se changer ou pour mettre à l'arrière de sa voiture, c'est des tapis en néoprène et on les met dans nos magasins, on les vend et voilà, tout simplement. Il faut savoir qu'une combinaison, donc pour faire une combinaison, c'est des gros panneaux de néoprène carrés et on taille dedans des pièces et ensuite ces pièces sont cousues pour faire la combinaison. Et effectivement, les chutes, c'est un gros problème qui a été résolu chez nous il y a à peu près une dizaine d'années. Question au fond. Il faut courir. Alors moi j'avais une question justement sur les petits granulés pour faire des terrains de foot. Il me semble qu'en France ça devient interdit parce que justement issu du pétrole et donc nocif pour les enfants. Est-ce que TerraCycle a d'autres exutoires, d'autres solutions sur lesquelles ils travaillent? Ouais, alors donc les tapis, les terrains pour les enfants, c'est quelque chose qui a été mis en place notamment en Australie et sur d'autres pays. Et en France, on travaille, on a commencé à recevoir des tapis de yoga qui sont donc la seule chose qui n'est pas recyclée dans la combinaison pour le moment, c'est tout ce qui est zip. Mais après, tout le reste est mis en granulé, ça devient des tapis de yoga ou ça peut être aussi des covers pour les sièges des voitures, éviter de les mouiller. Encore une question. On a fait le tour, on en reparlera à l'apéro. Merci beaucoup pour encore l'applaudir, Jean-Sébastien, Estienne.